Merci beaucoup pour cet accueil. Donc nous allons consacrer des agendas du politique aujourd'hui à la question de l'autorité en démocratie, avec trois chercheurs qui, pour deux d'entre eux, viennent de publier un ouvrage qui porte directement sur cette question de l'autorité. Et puis un troisième qui, vous allez voir de manière un petit peu transverse, traite aussi de cette question de l'autorité. Alors évidemment, c'est une question importante que la question de l'autorité en général en politique. Je suis moi-même spécialiste de sciences politiques. Mais c'est vrai que les politistes ont plutôt tendance à se poser la question du consentement à cette autorité, des formes de légitimation de cette autorité, alors que vous allez voir mes collègues historiens et sociologues se posent peut-être de manière un peu différente cette question. Donc il y a évidemment dans les trois interventions qu'il y aura une interrogation qui va porter sur le moment où précisément nos sociétés sont entrées dans des ères de démocratie représentative. Et c'est bien évidemment à partir du moment où l'autorité cesse d'être une autorité traditionnelle que la question de sa légitimation, de son consentement se pose. Bien sûr, j'imagine que Yves Cohen, qui interviendra en deuxième position, aura à cœur de traiter d'une des particularités du XXe siècle, celle d'avoir été, comme il le dit, le siècle des chefs. Et bien évidemment, ce sera une question de savoir s'il s'agit là d'une des perversités qu'a causé le XXe siècle, c'est-à-dire de donner à la notion de chef un caractère pathologique. Ça, je crois que ce sera plutôt pour Jean-Claude Monod qui va intervenir le premier de traiter de cette question. Et puis après, nous reviendrons à la toute fin avec Bruno Carsanti, qui fera, je crois, un retour vers le XIXe siècle, va-t-il sembler, et qui reviendra sur un des penseurs paradoxaux, peut-être, de ce que peut être le chef dans une démocratie. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Claude Monod, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle justement « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?», qui est paru au Seuil, et Jean-Claude est lui-même chercheur au CNRS. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, on m'a demandé de parler en premier, et je vais faire quelque chose qui ne se fait pas du tout. Je vais un peu dénoncer mes camarades qui, en fait, eux, ont demandé à ne pas parler en premier. Donc, ils ont d'excellentes raisons, comme vous allez le voir, de ne pas avoir voulu commencer à parler en premier, des raisons intellectuelles, scientifiques, des raisons profondes. Néanmoins, il y a peut-être aussi, peut-être même inconsciemment, quelque chose qui tient à une forme d'appréhension, de difficulté à commencer, à parler. Et cette difficulté n'est pas étrangère, en fait, je crois, à la question de l'autorité. Commencer à parler, c'est s'autoriser à prendre la parole à partir de soi-même. Et s'autoriser à prendre la parole à partir de soi-même, donc sans s'appuyer sur une antériorité, sur une parole qui précède, sur un auteur qui précède, c'est plus difficile que on avait parlé en s'appuyant sur une antériorité et sur un auctor, sur une autorité, un auteur. Et c'est une question qui n'est pas du tout étrangère à la pensée politique et qui a été en un sens thématisée par la pensée politique. Et je m'appuierai donc sur ma première autorité intellectuelle, puisqu'il y a un texte fameux de Karl Marx dans le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, sur cette question, sur ce problème, puisque Marx évoque dans ce texte la Révolution française et le fait que les révolutionnaires avaient conscience, bien sûr, de faire quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire, avaient conscience de faire une rupture avec peut-être aussi des modes traditionnels d'autorité d'ailleurs, mais de faire une sorte de brèche, et pourtant, ou peut-être d'autant plus, ils ont eu besoin de se référer à un passé profond, un passé légitimant, ce passé que même, dit Marx, ils mimaient, se sont mis à porter des toges, à parler latin, à truffer leur discours de citation de Cicéron, à se représenter eux-mêmes dans les tableaux de David et autres en romain. Donc ils se sont référés massivement
au lieu même d'élaboration du concept d'autoritas, c'est-à-dire à Rome. Et donc la question de Marx, d'ailleurs, qui est une question importante pour la démocratie, c'est de savoir comment un régime qui s'auto-instaure, s'auto-autorise, va quand même devoir puiser sa poétique, dit Marx en l'occurrence dans ce texte, mais son costume, ses coutumes peut-être, son calendrier, etc., dans un passé prestigieux, en l'occurrence dans le passé même de l'autorité, de la tradition de l'autorité qu'est Rome. Alors, c'est certainement pas un hasard si donc cette recherche d'une autorité capable de donner un certain ancrage, une certaine profondeur à l'action politique a été chercher le modèle romain, le lieu même, disais-je, après beaucoup d'auteurs, de l'élaboration de cette notion d'autorité. Alors, Frédéric Matonti, en présentant nos livres, a dit que nous avions écrit des livres sur l'autorité. D'une certaine façon, ça n'est pas tout à fait exact. Enfin, personnellement, j'avais plutôt le sentiment d'avoir contourné la notion d'autorité, d'avoir même sciemment évité, la notion d'autorité au profit d'autres notions qui viennent plutôt de la sociologie politique, comme celle de charisme, ou de cette autre notion bizarre qui vient de toutes sortes de lieux d'élaboration, qui est celle de chef. Et au fond, je me suis demandé pourquoi j'avais essayé de contourner cette notion d'autorité, ou quelle était la racine peut-être de mon malaise vis-à-vis de cette notion. Alors je crois qu'il y a trois raisons assez. Je les mets rapidement, parce qu'elles ne sont pas, je pense, que personnelles. La première, c'est peut-être un sentiment assez répandu, disons, chez les gens. Voilà, moi, je suis un enfant de 68, d'une certaine façon. Je suis plutôt baigné dans une ambiance un peu anti-autoritaire, comme on dit. Et donc, le discours de l'autorité, c'est souvent un discours de la tradition, de la restauration de l'autorité. C'est donc un discours, disons, plutôt restaurateur, conservateur. Du moins, le percevais-je ainsi, et du coup, voilà, je me sentais plutôt éloigné de cette notion. La deuxième raison, c'est celle que je viens d'indiquer, à savoir que l'autorité, ça renvoie beaucoup à Rome, et Rome, moi, j'avoue que ça m'est assez étranger. C'était un paysage mental. En plus, j'ai fait plutôt du grec ancien et du latin, donc toutes sortes de raisons contingentes, mais qui font que aussi, voilà, je me sentais assez éloigné de cette notion d'autorité et de son lieu d'élaboration. Et la dernière raison, c'est que je n'avais pas assez lu Hannah Arendt. Et j'aimerais surtout parler aujourd'hui un petit peu de Hannah Arendt, dont je parle un peu dans ce livre. Alors Arendt, au fond, s'oppose à toutes les réticences que je viens d'évoquer à l'instant. Arendt s'oppose d'abord à l'idée que l'autorité soit assimilable simplement à quelque chose qu'il s'agit de conserver, de restaurer. Et elle s'oppose surtout à une certaine confusion, assez en vogue, dit-elle, à gauche, justement, entre l'autorité, le pouvoir, la violence. On dit autorité, c'est donc l'autoritarisme. L'autoritarisme, ça n'est pas loin du fascisme. Le fascisme, c'est le totalitarisme. Donc l'autorité, c'est un peu le début du fascisme, la personnalité autoritaire, etc. Il y a tout un discours qu'Arendt évoque et dont elle se démarque en rappelant une chose, en rappelant qu'il faut distinguer les concepts et qu'il y a une distinction essentielle à opérer entre autorité et violence. Et ça, c'est une chose qui est, je crois, très forte et qu'il faut vraiment souligner et qu'on voit d'une certaine façon sous nos yeux. Il y a toujours une actualité de la pensée d'Arendt et qui tient précisément à cette proposition qu'elle formule dans différents textes. C'est la proposition suivante: quand la force ou la violence intervient, c'est que l'autorité a échoué. Quand la force intervient, c'est que l'autorité a échoué. Et on en a une illustration assez magnifique, si j'ose dire, avec l'exemple ukrainien, c'est-à-dire un pouvoir qui a voulu, au fond, se maintenir par la force, par la violence, et dont l'usage de la force n'a fait qu'approfondir, au fond, le discrédit dont il était l'objet. Donc, l'usage de la force, de la violence, les morts dans les manifestations, a achevé de priver ce pouvoir d'autorité. Et ça montre bien qu'il faut distinguer ces notions. Pouvoir, autorité, violence. Le recours à la violence, à la force, peut être le signe même
de l'absence d'autorité, et la même chose s'est observée certainement dans les dites révolutions arabes, les printemps arabes. Maintenant, est-ce que ces révoltes et ces révolutions font que la question de l'autorité ne se poserait plus justement dans un cadre démocratique, dans le cadre d'une action du peuple sur lui-même, par lui-même? On peut dire là aussi au contraire. Au contraire, la question de l'autorité se pose d'autant plus, elle se pose plus que jamais, pour une raison là aussi qu'Arendt, c'est encore une proposition d'Arendt que je trouve tout à fait frappante et intéressante, une proposition qu'elle avance cette fois dans son essai On Revolution, sur la révolution, de la révolution, qui, à partir là encore d'une distinction, une distinction cette fois entre révolte et révolution, en disant ceci, une révolte, le but d'une révolte, le but de la révolte, c'est la libération. Le but de la révolte, c'est la libération. Tandis que le but de la révolution, ce qui se joue dans la révolution, c'est la fondation de la liberté. La révolte, c'est la libération. La révolution proprement dite, la révolution, si elle est vraiment révolution, et si elle ne s'arrête pas à la révolte, c'est la fondation de la liberté. Et la fondation de la liberté, ça fait intervenir, ça requiert une réflexion sur l'autorité, c'est-à-dire sur ce qui va permettre d'instituer un nouveau pouvoir, d'instituer un nouveau pouvoir du peuple sur lui-même, sur ce qui va permettre de créer justement un pouvoir dans la durée, à partir d'une autorité d'en bas. Et c'est tout ce problème qu'examine Arendt sur l'exemple des révolutions françaises et américaines dans ce livre assez extraordinaire. Et donc, comment fonder la liberté, c'est-à-dire comment l'installer dans la durée, dans des institutions? On voit à quel point ce problème est aigu, crucial, on le voit tous les jours, je crois là aussi, dans la suite de ce qui s'est appelé justement printemps arabe, par exemple. Et la question de l'autorité politique, de l'autorité de l'Assemblée constituante, de l'autorité, c'est-à-dire du principe qui va permettre de fonder une nouvelle collectivité à partir même de son acte de libération, fait intervenir centralement ce problème de l'autorité, de ce qui va donner crédit, un autre crédit, un nouveau crédit, à un pouvoir fondé non pas sur la répression, la violence, etc., mais sur l'acte instituant Alors, après, c'est une considération assez générale, mais en même temps d'actualité. Ça va être juste pour moi de poser quelques questions introductives. J'aimerais quand même venir un peu à la rencontre des travaux de mes collègues, le principe de cette, je pense, de cette rencontre. Et alors je dois un peu m'excuser parce que je n'ai pas pu lire encore tout le livre de Bruno Carsenti, je n'ai eu que le début, donc je vais surtout faire allusion au début. Tandis qu'Yves Cohen, nous avons déjà débattu à Lille, donc j'ai lu son grand livre. Alors, avec Yves Cohen, nous avons un thème et un terme en commun, qui n'est pas justement celui d'autorité, mais celui de chef, qui n'est pas moins lourd de difficultés et de tensions importantes par rapport à la démocratie, dans son rapport à la démocratie. Mais bon, aujourd'hui, le thème est l'autorité, et de ce point de vue, je crois qu'on peut opérer un nouveau détour par Arendt, ce sera mon fil directeur, un nouveau détour par Arendt pour amener nos réflexions sur le chef vers cette question de l'autorité. Arendt a avancé là encore deux propositions. La première, c'est qu'on a tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à associer autorité, autoritarisme et totalitarisme. Et au fond, donc, la question de l'autorité était déjà abordée par Arendt dans ses essais sur le totalitarisme, avec cette thèse aussi assez forte et contre-intuitive, qui nous prend aussi à rebrousse-poil éventuellement, qui est que non seulement l'autorité est distincte du totalitarisme, mais elle est même, le principe d'autorité, dit-elle, est diamétralement opposé à celui de la domination totalitaire. Diamétralement opposé à celui de la domination totalitaire. Alors, pourquoi peut-elle dire ça? Parce qu'elle souligne le fait que l'autorité implique certes une restriction, une canalisation de la liberté, mais aussi une distribution de pouvoirs, de fonctions, de tâches, de prérogatives, une distribution, éventuellement sur une chaîne hiérarchique, mais une distribution où certaines compétences, certaines prérogatives, certaines autorités sont reconnues. Donc il y a hiérarchie, mais il y a pluralisation, et il y a restriction de la liberté, mais pour aussi articuler une certaine liberté.
tandis que le totalitarisme, selon Arendt, vise l'abolition de la liberté. Elle ne reconnaît, la domination totalitaire ne reconnaît aucun niveau intermédiaire d'autorité stable qui puisse constituer un contre-pouvoir. Elle ne reconnaît au fond qu'un principe d'autorité, c'est le chef totalitaire lui-même. Toute autorité est censée émaner du chef, du Führer. C'est cette notion de Führer-Prinzip qui est évidemment centrale dans le national-socialisme. Et je crois qu'on peut creuser cette idée, même si on peut aussi la discuter, mais on peut creuser cela, et moi j'ai essayé de le faire dans ce livre « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?», en essayant de penser justement tout l'écart, toute la différence profonde entre le chef totalitaire et cette notion, si elle a un sens, de chef démocratique. Tout ce qui s'impose à un chef démocratique pour s'éloigner radicalement de toute figure totalitaire. Le chef totalitaire ne reconnaît aucune autre autorité que la sienne, ni évidemment constitution, droit institué, ni cour constitutionnelle, ni cour suprême, ni parlement, ni opinion publique, ni expertise savante, ni science ou rationalité technique extérieure. Et ça, on en trouve, je trouve, une très belle illustration dans le livre d'Yves Cohen, justement, dans les chapitres sur Staline, qui documente un certain exercice du pouvoir, où le chef est à la fois le maître de l'action politique et de son interprétation, où il est le détenteur, bien sûr, du jugement sur la légitimité de l'action, mais aussi sur son efficacité, ou même sur sa possibilité. Et il y a des pages vraiment intéressantes dans le livre de Cohen à ce propos, sur le fait que certains discours qu'on tente d'opposer, que des formes d'autorité, si on veut, embryonnaires dans l'État soviétique, tentent d'opposer à Staline, notamment les autorités techniciennes, l'idée qu'il y a des contraintes techniques, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire ou pas techniquement. Ce discours, qui part d'un autre principe, est non seulement récusé, mais criminalisé. C'est-à-dire faire valoir une autre logique qu'on pourrait opposer à l'idéologie construite pour légitimer l'action du chef par lui-même, c'est faire valoir quelque chose qui n'est pas acceptable dans cette domination, dans le cadre de cette domination. Et donc il y a cette abolition de la distinction du savoir et du pouvoir, cette concentration, bien sûr, de ces dimensions. Et bien sûr, je crois que si on veut penser aujourd'hui quelque chose comme un chef démocratique, pour la démocratie, il faut faire une place négative centrale, il faut partir de toute cette expérience totalitaire et de toute l'expérience de ce que j'appelle effectivement des formes de charisme pathologique, éventuellement, même si on peut discuter l'attribution de cette qualité de charisme à quelqu'un comme Hitler, mais bon, en tout cas on peut dire qu'il y a des formes de charisme pathologique, et il y a bien sûr des figures de chefs qui se présentent comme la loi incarnée, comme le père du peuple, le concentré de la légitimité, tel qu'il n'y en a plus d'autres, etc. Et toutes ces formes doivent être évidemment combattues, refusées. Ce qui ne conduit pas, à mon sens, à refuser l'idée même, peut-être, du chef. C'est cette notion même pour laquelle j'avais, au départ, moi, à peu près les mêmes réticences, à vrai dire, que pour celle d'autorité, voire plus encore, mais pour laquelle il m'est apparu qu'il y avait, au fond, une tradition un peu méconnue, un peu ensevelie, un peu oubliée, de penser, justement, du chef démocratique et de tout ce qui sépare le chef démocratique d'autres figures d'autorité comme le maître, ou comme le père, dont on a aussi voulu faire un modèle politique. Et voilà, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, dans l'histoire de la pensée politique européenne, il y avait eu cette sorte de travail, d'effort, de distinction des autorités, pour le coup, et des formes d'autorité, et où la notion de chef, curieusement, est opposée à la notion de maître. Il y a des très beaux textes de Rousseau sur cette opposition absolue entre le chef qui est sous la loi, qui est un égal d'une certaine façon, et le maître, qui est le maître quand même toujours sur un mode dissymétrique, etc. Et au fond, il faut des chefs, dit Rousseau, pour se débarrasser des maîtres, etc. Il y a toute une thématisation, et pas seulement chez Rousseau, mais notamment chez Rousseau, de cette figure d'un chef démocratique. Et je pense que l'autre raison, peut-être historique, pour ne pas abandonner cette notion au totalitarisme, ou à l'autoritarisme, c'est que, bien sûr, au moment même de l'affrontement avec le fascisme, par exemple,
des gens ont pu penser cette différence. Bon, par exemple, Marc Bloch, qui dit très autre chose sur tout ce qui sépare le chef républicain du chef hystérique qui cherche à hypnotiser la foule dans le cas de l'hitlérisme. Je finis rapidement, et c'est par là que malgré tout j'en viens à essayer d'esquisser un pont avec le travail de Bruno Karsanti, moi, la partie que j'en ai lue, c'est-à-dire avec Rousseau, parce que Rousseau, évidemment, ça nous présente cette formidable tentative étonnante de penser l'autorisation autoréférentielle, comme on a pu dire, sous forme de Ricoeur, je crois, sur l'autorisation autoréférentielle de la démocratie ou de la République, c'est-à-dire vraiment le peuple se désigne lui-même comme la seule source de légitimité d'un pouvoir qu'il exerce sur lui-même. Mais alors, une fois qu'on a construit cette figure logique et qui permet de sortir d'une sorte de cercle vicieux où on voit que Rousseau éprouve la prégnance, c'est-à-dire comment est-ce que l'égal peut être le supérieur. C'est un problème géométrique pour Rousseau, comment penser cela, la fondation d'un pouvoir entre égaux, le fait qu'aucune autorité n'est plus naturellement évidente. Il faut penser comment l'égal doit malgré tout pouvoir gouverner, le gouverner. Donc comment penser ça? Bon, on sait que la réponse est à chercher dans le contrat, un contrat d'ailleurs qui n'est pas à penser comme Rousseau l'avait d'abord cru comme un contrat du peuple avec ses chefs, qui était une des figures possibles du contrat au début, dans l'Émile, mais comme le contrat du peuple avec lui-même, cette figure paradoxale du contrat avec soi-même. Et on bute à un moment, bien sûr, sur l'énigme. Alors pourquoi, si on a trouvé cette belle solution logique, magnifique, autosuffisante, pourquoi Rousseau a-t-il besoin d'introduire un personnage particulier, historico-mythique, emprunté à l'autorité par excellence, c'est-à-dire à l'autorité de la tradition romaine, antique, grecque, et à l'autorité par surexcellence de la tradition biblique, c'est-à-dire le législateur. Pourquoi Rousseau a-t-il besoin d'introduire cette figure de quelqu'un qui joue, non pas sur le pouvoir, en reprenant ces distinctions essentielles sur lesquelles insiste Arendt entre pouvoir et autorité, quelqu'un qui se démet éventuellement du pouvoir pour donner crédit à la loi que le peuple se donne pourtant lui-même. Voilà, et on est là effectivement dans ces figures de dédoublement et de redoublement qui montrent à quel point, et je m'en tiendrai là, il va entrer ensuite dans l'examen de ces textes et de ces questions, à quel point, même une fois qu'on peut penser qu'on a trouvé la quadrature du cercle démocratique, la figure d'un personnage ou d'une autorité d'un autre ordre, comme cette formule qui aussi m'avait beaucoup frappé et qui frappe beaucoup Bruno Karsanti dans son livre, cette autorité d'un autre ordre que celle du pouvoir, que celle de la violence, est pourtant nécessaire, une sorte de bouclage historique qui fait que le peuple démocratique, le peuple républicain, parce que Rousseau ne croit pas vraiment que la démocratie soit possible, mais le peuple républicain s'auto-institue, mais malgré tout a besoin d'une figure pour penser cette auto-institution. Voilà, je m'en tiens là. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Yves Cohen, qui est donc l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle Le siècle des chefs aux éditions Amsterdam. Bonsoir. Merci beaucoup à TEPSIS de cette invitation, cette belle invitation, de cette belle table pour discuter de ce beau lieu, pour parler. Je suis très impressionné, même s'il vient de l'Ancien Régime. Et donc, je vais évoquer effectivement mon travail d'historien, mais comme vous le verrez, je ne peux pas faire autrement que d'en sortir un peu. Mon travail, effectivement, dont Frédéric vient de parler, a porté sur le XXe siècle. Et je donnais une espèce d'unité au XXe siècle dans le fait qu'il a aimé les chefs. Et effectivement, nous entendons parler depuis, je ne sais pas, 30 ans et plus de crise de l'autorité, mais déjà au début du XXe siècle, on parlait de crise de l'autorité. Et alors, à cette époque, la réponse était unanime, c'était « nous avons besoin de chefs ». La solution, c'était des chefs. Et ceci
Dans toutes les langues que j'ai étudiées, dans tous les pays que j'ai étudié seulement 4 pays du Nord. Hein, j'ai pas été voir en Asie, au Sud, en Afrique, etc. J'ai étudié la France, l'Allemagne, l'Union soviétique, la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Eh bien, dans toutes les langues, nous avons besoin de chefs. Et c'était un discours porté aussi bien par les élites au pouvoir que par celle du mouvement socialiste. Et là, je pense à Que faire et à Lénine. Lénine dit très clairement que la classe ouvrière a besoin d'autorité. Au pluriel, il le dit. Ça, c'est au singulier, c'est des personnes qui soient des autorités. Mais dans Que faire, il parle de la nécessité d'une organisation de chefs. Hein, alors, c'est traduit toujours dans la traduction française par organisation de dirigeants. Où, on sent un petit peu l'euphémisme, hein, parce que si on traduit, et c'est légitime puisque le mot russe c'est rukovodитель qui est le chef. Si on traduit par chef, on a autre chose, c'est traduit en anglais par Organization of Leaders. Et donc on a partout et dans tous les secteurs de la société la même réflexion, le même spleen par rapport à l'autorité et la même réponse. Et le discours le plus achevé qu'on ait sur la question, c'est celui de Gustave Le Bon et de sa Psychologie des foules, publié en 1895, qui devient instantanément un best-seller mondial, traduit l'année suivante 2 fois en Russie, à Saint-Pétersbourg, aux États-Unis, en anglais, en allemand, en italien, en portugais. Or, donc, Le Bon fournit une manière pour ceux qui gouvernent de ne pas se laisser gouverner, comme il dit, par les foules. Donc il instaure une psychologie des foules qui est fondée sur l'idée que, en fait, les foules ne peuvent pas se passer de maître. Les hommes en foule ne peuvent pas se passer de maître. Inévitablement, les foules produiront un maître. Et heureusement qu'elles produiront un maître, un meneur, le mot préféré de bon, c'est meneur, heureusement, parce que sinon, si on les laissait à leur mouvement propre, elles iraient vers le mal, elles sont toujours allées vers le mal, etc. Donc, je n'évoque pas toute la postérité de Le Bon, simplement pour indiquer qu'il a été lu littéralement par tout le monde. Il a été lu à droite, à gauche. De Gaulle était un très grand lebonien. On le dit aussi des dictateurs évoqués tout à l'heure par Jean-Claude. Louis Renault l'avait comme livre de chevet, etc. Donc il a donné un mode de pensée sur les foules, et de même qu'il a armé le discours fait aux foules. C'est aussi un discours qu'on donnait aux masses. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'organisation. Et en fait, ce slogan, ce motto, c'est un peu le slogan du XXe siècle. Alors, à ce moment-là, contrairement à cette crise de l'autorité d'aujourd'hui, si lamentée dans la presse de tout ordre aujourd'hui, à ce moment-là, en fait, il y avait une cohérence entre les diverses autorités, c'est-à-dire les autorités s'appuyaient les unes sur les autres. L'autorité politique, l'autorité libérale, les libéraux ont beaucoup réfléchi à l'autorité, ont beaucoup réfléchi au chef. C'était, malgré leur libéralisme, ou peut-être à cause de leur libéralisme, le chef, c'était un motif de réflexion des libéraux. Et ça, bien avant la guerre de 14. J'insiste là-dessus parce que cette discussion sur les chefs qu'on trouve dans ces pays précède bien à la fois le nazisme comme parti dirigé par ce Führer unique que le totalitarisme communiste, etc. C'est une discussion que les sociétés avaient en leur sein et qui était, donc il y avait des aspects politiques, donc celui que j'ai indiqué, où aussi les socialistes
réfléchissaient à leur propre autorité, écrasant au passage finalement le discours libertaire qui a été très très Metzgerotz pendant tout le XXe siècle. Dans le monde du travail, l'entreprise, c'est pareil, il y a un nouveau management, un management scientifique, mais ce management scientifique n'exclut pas le leader, le chef. On dit aussi aux États-Unis que le master, le contremaître doit être un leader. On dit en France que l'ingénieur doit être un chef. Quelqu'un comme Dautry, qui était un grand ingénieur, un des premiers grands technocrates de la République, était un des grands penseurs du chef. Et là, ce qu'on a écrasé, c'est toutes les réflexions sur la décision collective, qui était très active dans le monde de l'entreprise. La famille, à l'époque, par la loi, le père de famille est le chef de famille. Réflexion aussi à l'école, dans l'éducation. Hein, le maître est considéré comme un chef. On étudie les enfants chefs qui apparaissent dans les classes ou dans les groupes scolaires. L'enfant scolarisé est le modèle du comportement de l'adulte. Et les premières psychologies du chef sont faites sur la base de l'étude de l'enfant scolarisé, aussi bien finalement celle de Binet, celle d'Alfred Binet en France, La suggestibilité, c'est un livre de 1900, et il parle des petits leaders de ces groupes d'enfants, que la première psychologie du leadership aux États-Unis en 1904. Le titre de chef devient... on fait du titre de chef, finalement, ou de leader, ou de Führer, ou de Kovacic, quelque chose de désirable, quelque chose qui organise la société. Et c'est valable, là encore, à l'ouest comme à l'est. Et du coup, on a aussi une obligation d'obéissance, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont fondées sur l'idée que s'il y a nécessité de chef, c'est aussi qu'il y a nécessité d'obéir. D'obéir d'ailleurs de la part des chefs. Les chefs doivent eux-mêmes obéir, évidemment. Ce ne sont pas que les derniers, les subordonnés de dernier rang. Et je ne peux pas résister. On sait que Bruno et Jean-Claude se sont rencontrés par la publication d'un livre, mais j'ai rencontré aussi Frédéric Pincanti par un intermédiaire, une référence commune. Et tout à fait pertinent, puisque Frédéric a fait sa thèse sur l'obéissance politique. Et son modèle de l'obéissance politique était le directeur de la revue des intellectuels du Parti communiste, La Nouvelle Critique. Or, ce principal modèle de l'obéissance politique. Or, ce directeur de La Nouvelle Critique s'appelait Francis Cohen. Et c'était mon père. Et je peux vous dire qu'il était aussi bien le modèle de l'autorité, ou comme dirait Diderot, pour Diderot, par exemple, l'autorité et puissance, c'est à peu près la même chose. Son père était le modèle de l'autorité paternelle. C'était obéir, sinon rien. Donc, on pouvait avoir aussi ce paradoxe des chefs qui obéissent, mais qui savent aussi commander dans d'autres configurations. Alors, une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvées, parmi toutes les choses intéressantes que j'ai trouvées dans le livre de Jean-Claude Monod, c'est cette idée, qu'il n'a pas évoquée tout à l'heure, et je me demande pourquoi, c'est cette idée d'une dualité démocratique. Et donc, vous l'avez entendu parler du chef démocratique, de la nécessité d'un chef charismatique pour la démocratie. Et il dit, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à une dualité, c'est-à-dire à cette démocratie avec chef, comme la pense Max Weber, finalement, d'un côté, mais aussi avec des formes de démocratie beaucoup plus libres, inventives, sans chef éventuellement, non organisées, et qui soient donc en tension. Je trouve que c'est très intéressant d'imaginer une tension entre ces deux formes de la démocratie. Et je trouve qu'il y a là une idée très productive. Et alors, du coup, moi, je suis à l'autre bout de la table, et je vais peut-être pencher du côté, justement, de la réflexion sur ces mouvements démocratiques, mais qui récusent aujourd'hui le chef.
parce que je pense que, et ça, malgré que j'ai tous les papiers pour être historien, j'ai la licence, j'ai le doctorat, je suis dans un centre d'histoire, mais je n'arrive pas à ne pas tenter d'être présent au présent. On dirait que notre maître à tous, Marc Bloch, disait bien qu'on ne pouvait faire de la bonne histoire qu'en posant à l'histoire des questions du présent, pas non du présent, venant d'une inscription réelle dans le présent. Mais il me semble qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une expérimentation à l'échelle mondiale de nouvelles formes de légitimité démocratique qui n'empruntent plus le modèle du chef, qui n'empruntent plus le modèle de l'organisation, qui n'empruntent plus le modèle de cette démocratie avec chef. Et là, je me tourne du côté de Bruno parce que je pense que ce qui se cherche aujourd'hui, c'est une refondation de la politique, c'est une réinvention du peuple par le peuple, d'une certaine manière. Et Bruno parlait en effet du législateur, et il me semble bien que dans ce travail qu'on a vu à Maïdan, mais qu'on voit aussi, pas simplement sous les dictatures, qu'on peut voir dans la démocratie brésilienne, en juin 2013, qu'on a vu de façon extraordinairement productive en Tunisie. Vous êtes au courant de ce résultat, de ces années justement de foule qui s'étaient découvertes elles-mêmes sans chef et qui finalement l'avaient revendiqué et qui ont produit ce que vous savez, le pouvoir des Nada, qui a été remis de nouveau en cause et qui a donné cette constitution qui, pour la première fois, reconnaît la liberté de conscience dans un pays musulman. Eh bien, il y a une recherche qui est très intéressante, bien sûr, qui ne vient pas comme ça, comme un éclair dans un ciel serein, comme on disait à une certaine époque, justement en 68 d'ailleurs. 68, qui était, en ce qui concerne le mai français, un moment justement sans chef, un moment sans maître. Le mai 68 français était sans maître. Mais il était encore porté par l'idée de révolution. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, dans ces foules d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette idée de révolution. C'est plus la même, comme disait Adam Michnik, en pensant à celle d'Ukraine. Il y a eu un très intéressant article d'Adam Michnik dans Le Monde, qui sait de quoi il s'agit. Et il disait que c'est plus la même genre de révolution. Et je pense que c'est ça que nous devons réfléchir, c'est ça qui nous interpelle à beaucoup de titres. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, le titre même de la conférence, qui était face aux transformations récentes des sociétés européennes, si on s'attarde un petit peu sur l'européenne, on voit bien que, au contraire, ce n'est pas l'Europe qui expérimente de façon très variée, plus ou moins coûteuse d'ailleurs en vie humaine, ces nouvelles recherches de légitimité démocratique. Ça se passe ailleurs, ça se passe justement en dehors des vieilles métropoles colonisatrices, comme si justement d'autres peuples avaient à faire l'expérience de cette fondation du politique, de cette refondation du politique. Et je pense qu'on doit être très attentif à ce qui se passe, on doit accepter de se déplacer, de circuler, de se décentrer pour observer, pour faire jouer ce qui se passe d'un pays par rapport à un autre. Ces mouvements se parlent à travers les frontières. C'est le cas, par exemple, d'Istanbul, qui prend contact avec les mouvements brésiliens sur les transports, etc. Istanbul, où la foule était son chef, où Erdogan a inventé des interlocuteurs qui se sont eux-mêmes récusés. Mais c'est aussi le cas de la Chine où récemment il y a eu une banderole dans une ville chinoise qui était un salut à Maïdan, et où il se produit un mouvement pratiquement invisible
auquel participe par exemple la charte 08, qui est une critique très radicale du communisme chinois et qui est nommée de cette manière en écho à la charte 77 de Tchécoslovaquie qui avait été écrite en particulier par Václav Havel. Mais en Chine, par exemple, on voit comment le mouvement essaie de s'ajuster à la dictature en créant ce qu'ils appellent eux-mêmes une organisation sans organisation, c'est-à-dire dans la mesure où, bien évidemment, dès qu'une organisation apparaît, elle est immédiatement stoppée par les arrestations, comme dernièrement celle des nouveaux citoyens, qui pourtant veillaient à être entièrement légales, à ne faire que des choses légales, ne demander que des choses qui s'appuyaient sur le droit publié. Il s'agit d'un mouvement, qui vit par les relations les plus directes possibles entre les personnes, et qui est en fait que l'arrestation de quelques personnes n'arrête pas, ne cesse pas, ne permet pas de cesser. Alors, on dit beaucoup de choses sur ces mouvements. On dit que, mais non, j'ai entendu en Russie, mais non, la Russie a besoin de leaders, la Russie n'est pas du tout prête à n'être pas sans leader, mais on voit apparaître ce discours. Il y a eu récemment dans la presse un article d'un historien très connu disant que non, si le mouvement justement démocratique russe de l'an dernier n'avait pas de chef, c'est en fait que les chefs ne sont plus nécessaires, les chefs ne sont pas nécessaires. On dit que ces foules ne savent pas où elles vont, mais on a vu à chaque fois qu'elles savaient inventer des demandes parfaitement raisonnables, qu'elles savaient insister et s'obstiner, et vous avez vu à Maïdan jusqu'à quel point, en même temps qu'elles se refusent de prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à prendre le pouvoir, elles ne sont pas dans ce sens-là révolutionnaires, et elles rappellent finalement cette foule autre que celle de Le Pont, et qui était une foule morale. Et là, j'évoque le merveilleux article de T.P. Thompson, l'économie morale de la foule anglaise au XVIIIe siècle, qui montre justement comment il y a des foules raisonnables et qui s'orientent et qui savent critiquer, qui savent se coordonner, qui savent se penser, etc. Alors, effectivement, on les critique pour l'absence de doctrine, mais quand il y a de la doctrine, on s'aperçoit que c'est un retour par exemple en Russie, un retour à 17. Il y a des gens qui ont un discours de octobre 1917, où ils se répartissent les rôles, etc. Alors, ces foules peuvent faire face à la force, et on a évidemment des exemples extrêmement frappants de ces foules qui font face à la force. Et si on prend l'Égypte, on voit que l'Égypte a bien été cette foule-là, qu'elle a bien été victorieuse, mais qu'aux élections, la seule force organisée qui était en présence a pris le pouvoir, qu'elle est revenue pour dire que ça n'allait pas, et que du coup, l'armée, à son tour, a pris le pouvoir, et que l'armée sait bien craint un retour de cette foule, et donc n'est pas simplement en train de massacrer les frères, mais aussi les révolutionnaires qui étaient sur la place arrière. Et ça fait penser aussi à une des forces de cette foule, et qui renvoie à cette capacité instituante du peuple, disons, c'est qu'elle fait certainement beaucoup plus peur au gouvernement, au pluriel, que la foule organisée, que la foule qui a un interlocuteur, que la foule à qui on peut parler, à qui on peut offrir des postes. Bon, je ne vais pas, j'ai trop parlé. Donc, vous voyez que le propos qu'on peut tenir sur l'aujourd'hui est en résonance avec une histoire, le propos qu'on peut tenir sur le politique aujourd'hui est en résonance avec une réflexion philosophique sur l'autorité ou sur la puissance de la volonté générale, comme celle qu'évoque Bruno.
mais aussi que si on prend au sérieux le fait d'être des intellectuels, nous avons une tâche qui est de penser ça, de penser l'aujourd'hui, de penser ce grand travail qui est en train de se faire un peu partout, et qui, à mon sens, est donc quelque chose qui s'apparente à une refondation du politique, mais non pas par une intervention révolutionnaire du peuple, mais bien par des peuples qui cherchent à se fonder, à se refonder par leur présence, par leur simple présence dans la rue, et sans plus d'incarnation comme le XXe siècle en a proposé à tous. Merci. Bien, je vais passer la parole à notre troisième intervenant qui est Bruno Karsanti. Donc, je rappelle le titre de son livre, c'est D'une philosophie à l'autre, les sciences sociales et la politique des modernes. C'est paru chez Gallimard. Mais ils ont parlé d'un autre livre en fait. Oui, bon, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est surtout de fil là, mais. Ouais, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai pris le titre de la soirée à la lettre. Donc, je me suis demandé ce qu'est l'autorité en démocratie. Et je me suis demandé pourquoi on se posait la question d'abord. C'est le geste classique du philosophe qui se demande d'où vient la question. Alors, elle vient du fait que les deux mots, la corrélation des deux termes ne va pas de soi, et qu'elle ne va pas de soi depuis que les démocraties modernes se sont produites et placées elles-mêmes. Non pas qu'elles aient récusé toute référence à l'autorité, mais en tout cas, elles ont mis en place des dispositifs particuliers pour en mesurer la légitimité, Frédéric le disait en ouverture, pour en contrôler les formes et pour en expulser les formes non conformes, celles qui ne sont pas conformes à ces réquisites. Alors, je crois que dans la période moderne, un concept spécifique d'autorité s'est construit. Et que pour aborder le problème de l'autorité en démocratie, on est tout de suite face à une alternative. Soit on considère que qu'il y a d'autorité dans les démocraties modernes est un héritage extrinsèque, des éléments qui ne viennent pas d'elle, soit on considère qu'il y a la formation d'un concept autochtone, on va dire domestique, comme disait Althusser, propre aux démocraties. La question c'est, est-ce que les démocraties modernes, est-ce que la pensée moderne a construit un concept spécifique d'autorité? Voilà. Ça c'est ma question. Oui, bien sûr. Oui, elle a construit un concept spécifique d'autorité et elle a commencé à le construire en fait au moment où l'État moderne s'est produit, au moment où l'État moderne s'est doté du type de pensée qui lui correspondait, c'est-à-dire au moment où s'est constituée comme une science de l'État moderne ce qu'on appelle la science du droit naturel au XVIIe siècle. C'est là le lieu de formation d'un nouveau concept d'autorité propre à la moderne. Mais c'est une histoire longue, le XVIIe siècle. Ça nous ramène loin. Je vais essayer de vous montrer que depuis, s'est passé quelque chose de fondamental sur la question de l'autorité. Et que, d'un certain point de vue, le livre d'Yves, comme le livre d'ailleurs de Jean-Claude, de façon différente, mais le livre d'Yves, de façon très nette, fait apparaître la queue de comète de cette transformation et notre présent le plus immédiat, effectivement, se comprend à partir de la séquence que tu as découpée, 1890-1960. J'ai été tout à fait convaincu par la pertinence de cette séquence comme réponse à un besoin de chef et à une demande d'autorité passant par différents canaux, différents types de discours, etc. Mais, pour comprendre l'émergence de cette demande de chef, je crois qu'il est essentiel de voir ce qui s'est passé autour du concept d'autorité dans la modernité, c'est-à-dire comment
Le premier concept, celui hérité de la science du droit naturel, dont je vais vous parler dans 5 secondes, hein, ce premier concept a été débordé, hein, contesté, récusé même, par d'autres pensées de l'autorité. Et parmi ces autres pensées de l'autorité, je distinguerai celles qui ont contesté le concept autochtone d'autorité fondée dans la science du droit naturel. Je distinguerai 2 voies, pour ma part. Hein. Une voie, alors suscitait le bon, hein, une voie de psychologie de l'autorité, une voie qui ne rompt pas avec quelque chose d'essentiel au concept personnel d'autorité, quelque chose qui ne rompt pas avec la facture, la pensée individualiste de l'autorité, et une voie qui correspond à mon avis au discours des sciences sociales au sens fort sur l'autorité, hein, qui est portée par essentiellement la sociologie. Donc pour moi, le bon et la sociologie, hein, c'est là que s'est constituée une rupture entre 2 genres de discours sur l'autorité qui procédaient toutes 2 d'une critique du premier concept moderne d'autorité dans la science du droit naturel. Alors ce premier concept, c'était lequel? Je pourrais me servir, en fait, je vais me servir d'une représentation commode, hein, vous verrez la banalité de ma description. Le Léviathan de Hobbes, le frontispice, c'est facile, mais c'est commode et c'est simple. Donc, dans le corps du Léviathan, vous avez les individus qui composent le peuple. Ils sont les auteurs des actions politiques. Mais ils sont les auteurs des actions politiques à condition d'autoriser l'acteur, la personne civile, celle qui agit, hein, en tant que représentant, c'est-à-dire celle qui a été autorisée par les représentés, hein, le souverain. En fait, le concept moderne d'autorité, il est formaté, hein, pensé comme une justification de la souveraineté de l'État moderne. Et cette souveraineté de l'État moderne, elle repose sur l'idée que nous, le peuple, hein, on est auteur, mais on n'est pas acteur. Hein, que lui, le souverain, l'État, les représentants, hein, ils sont acteurs et ne sont pas auteurs. Alors, ça paraît très simple. En fait, ça implique quelque chose d'inouï. Ça désactive politiquement, hein, les représentés. Les représentés, nous, le peuple, ne sommes pas sujets d'action. Nous sommes des auteurs, mais nous n'agissons pas. Ça, c'est essentiel à la pensée politique moderne. Puis il y a une deuxième implication. Alors là, je vous demande de regarder le Léviathan d'un peu plus loin, de ne pas vous concentrer sur le fait qu'il y a des individus dans le corps de ce grand souverain, mais de regarder ce que le grand souverain tient dans ses mains. Il tient 2 choses. Hein. Il tient le sceptre sacerdotal et il tient le glaive. Ça, c'est énorme. Ça aussi, c'est la modernité. C'est le fait que l'État n'est pas dans l'Église, mais l'Église dans l'État. C'est le fait que le pouvoir spirituel, le pouvoir sur les pensées, et pas seulement le pouvoir sur les actions, hein, le pouvoir sur les pensées est détenu par l'acteur. En tout cas, il contrôle, comme dit Hobbes, la nomination des prêtres. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pensée prémoderne, avant nous, hein, il y avait un diptyque théologico-politique. Nous, on a réduit les 2 termes. Hein, on les a ramenés dans les mains d'une souveraineté. On a un État, hein, qui contient des actions sur des gens, hein, mais qui contient aussi des actions sur des pensées. Alors, ce concept d'autorité qui repose donc, vous voyez, sur 2 piliers. Hein. D'abord, on désactive le peuple, c'est le nouveau concept d'autorité moderne. 2,
unit l'action sur les pensées et l'action sur les actions. Pour moi, je fais une parenthèse, un des grands défauts de Foucault, si je peux me permettre, c'est qu'il a un concept de pouvoir qui reste pris en réalité dans la matrice hobbésienne. C'est-à-dire qu'il pense le pouvoir comme action sur des actions. Et il pense le pouvoir idéologique, on va dire, comme action sur des pensées, mais qui sont traitées comme des actions, comme si elles étaient des actions. Dans la logique de Hobbes, c'est tout à fait le cas. Vous voyez, c'est le souverain qui détient le sceptre et le glaive. Autrement dit, il traite les pensées comme si elles étaient des actions, c'est-à-dire des motifs à l'action, des pensées, mais en tant qu'elles vont ou elles sont orientées, elles inclinent vers quelque chose qui sera une action, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut les contrôler. Mais de toute façon, on a un modèle univoque du pouvoir. La pensée nouvelle de l'autorité, au XIXe siècle, après les révolutions, et c'est ça qui est fondamental, après les révolutions, on va assister à une nouvelle pensée de l'autorité qui va se dire, ce modèle de la souveraineté étatique, de la science du droit naturel, est faux sur ces deux piliers. Premier pilier, il y a des actions sociales. Et ces actions sociales, ça veut donc dire que les sujets de l'autorité, le peuple, agit tout de même et que ces actions ont un sens politique. Première contestation. Deuxième contestation, là aussi essentielle. Après la Révolution française, la question est de savoir, et avec la Révolution industrielle d'une autre manière, la question est de savoir, vous parlez de ces foules organisées, de Thompson, etc., c'est de savoir ce qui constitue l'unité morale d'une société. Or, ce qui constitue l'unité morale d'une société, ça n'est pas résolu simplement si on prend le point de vue du souverain. Ça n'est pas résolu si on prend le point de vue de la synthèse du spirituel et du temporel, des deux sceptres, que le Léviathan de Hobbes tenait dans ses mains. Autrement dit, il y a un problème de l'autorité qui passe par quoi? Qui passe par les relations sociales, qui passe par les rapports sociaux, par l'analyse des rapports sociaux, et par la façon dont les individus en société se hiérarchisent, se distribuent moralement des rôles qui ne les confondent pas. Et donc, il y a une pensée de l'autorité qui doit rendre raison de la structure des relations sociales. Bon, ben ça pour moi, tu vois, Yves, c'est la source des sciences sociales. J'ai cité, donc pour finir mon petit laïus très simple, Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse, page 298, pour ceux qui la connaissent. Donc, si on t'a lu, on la connaît par cœur. l'opinion, vous voyez, l'opinion, chose spirituelle, nouvelle, nouveau problème du pouvoir spirituel moderne, en fait, celui de l'après-révolution. L'opinion, qu'est-ce qu'on va faire avec des opinions? L'opinion, chose sociale au premier chef, est source d'autorité. Et l'on peut même se demander si toute autorité n'est pas fille de l'opinion. Ça, jamais on aurait pu l'écrire. Toute autorité n'est pas fille de l'opinion. Il y a une note. Nous espérons que cette analyse et celles qui suivront mettront un terme à une interprétation inexacte de notre pensée, d'où il est résulté plus d'un malentendu. Écoutez. Parce que nous avons fait de la contrainte le signe extérieur auquel les faits sociaux peuvent le plus aisément se reconnaître. Effectivement, ça c'était les règles de la méthode, la contrainte, le signe extérieur. Et se distinguer des faits de psychologie individuelle. Ce que le bon reconduit en psychologue. On a cru que pour nous, la contrainte physique était tout l'essentiel de la vie sociale. En réalité, nous n'y avons jamais vu que l'expression matérielle et apparente d'un fait intérieur et profond qui, lui, est tout idéal.
c'est l'autorité morale. Le problème sociologique, ça c'est unique dans toute l'œuvre de Durkheim, l'idée qu'il y a un seul problème sociologique. Et d'ailleurs, il ajoute, si on peut dire qu'il y a un problème sociologique. La sociologie est une science empirique, il y a des problèmes sociologiques. Donc, quand même, là, il prend le risque de dire qu'il n'y en a qu'un, en vérité. Consiste à chercher, à travers les différentes formes de contraintes extérieures, les différentes sortes d'autorités morales qui correspondent, et à découvrir les causes qui ont déterminé ces dernières. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez, là, en fait, je crois qu'avec les sciences sociales, on a une pensée nouvelle de l'autorité qui, peut-être, et sans doute en fait, n'a pas produit tous ses effets sur la pensée politique. Et c'est là le point, en fait, sur lequel je suis pleinement d'accord avec mon diagnostic sur le XXe siècle. S'il y a eu des pensées autoritaristes, ça ne veut pas dire des pensées de l'autorité, c'est des pensées autoritaristes, c'est que, à mon sens, la nouveauté du point de vue social sur l'autorité n'a pas été répercutée dans la pensée politique. Voilà. Donc la logique, c'est que maintenant on donne la parole à la salle pour des questions, évidemment, que vous avez à poser à l'un, à l'autre ou aux trois orateurs en même temps. À vous entendre, je me suis posé la question si vous n'étiez pas prisonnier d'une vision historique des choses et s'il n'y avait pas de manière structurelle, et je pense aux travaux de Clastres sur la société contre l'État, ou je pense aux travaux des anthropologues sur la démocratie militaire iroquoise, la Ligue des Iroquois, si en fait on ne voit pas, puisque les Iroquois ils déléguaient l'autorité guerrière à quelqu'un, mais ils y adhéraient, il était tout à fait possible, si on avait fait un mauvais rêve, etc., de ne pas aller au combat. D'autre part, c'était une démocratie non pas directe, mais représentative, puisque en fait, il y avait des strates. C'est pas la démocratie, je dirais, grecque. Il y a quand même des strates. Et je me demande si on ne voit pas à travers les mouvements type Maïdan ou révolution tunisienne ressortir en fait d'autres, je ne sais pas comment j'appelle ça, mais anthropogènes ou je ne sais pas trop quoi, mais d'autres modèles sous-jacents qui ont toujours existé, et je dirais d'opposition entre les institutions et une constitution. Donc en fait, entre des choses qui sont à l'intérieur des sociétés, qui s'organisent par la société, ou qui se regardent à travers une constitution en passant par l'extérieur de la société à partir d'une loi organisatrice. Et donc je me demandais à vous écouter si le déroulement historique que vous privilégiez était la bonne clé de lecture de ces événements, ou si tout simplement on n'était pas, par rapport à non plus une religion de l'histoire, avec la parousie de Demain la Révolution, tout simplement sur des sociétés et des révoltes, révolutions, je pense à Maïdan, où en fait, bon, il n'y a pas de perspective historique, il y a des perspectives d'auto-organisation, et donc pas de chef incarnant un devenir, mais une volonté de vivre l'instant. Donc je me demande si la perspective historique qui a été peut-être choisie est-elle véritablement la bonne. C'était ça ma question. Donc il y a quelque chose d'anthropologique à la base ? Peut-être plus, puisqu'il me semble qu'il ressurgit peut-être des choses qui ont existé par le passé. Oui, Jean-Claude d'ailleurs parle dans son livre de Clastres, j'en parle aussi. Et en ce qui me concerne, je pense, je suis tout à fait en accord avec vous, c'est-à-dire que il y a au travail toujours aujourd'hui cette idée cette question que les sociétés se posent depuis très très longtemps, de la pérennité de l'autorité du chef, de la pérennité de l'incarnation de l'autorité dans une personne. C'est une question qui mais elle revient à travers l'histoire. C'est-à-dire que vous dites pourquoi l'histoire, mais elle revient à travers des flexions historiques dont on a décliné déjà beaucoup, récentes. On pourrait en décliner de plus anciennes, mais on peut voir que certaines
populations actuelles ont continué comme ça. Par exemple, si vous prenez les Inuits, ils sont parfaitement dans une société contre l'État à la clastre, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'une communauté choisit un chef, mais en disant bien que c'est la communauté qui l'a choisi, qu'il n'est chef que parce qu'il a été choisi, et qu'il est chef pour un temps et pour une tâche précise. Et les Inuits réinterprètent leur contact avec l'Occident et avec donc les étrangers, les blancs, etc., à travers leur propre vision de l'autorité, et essayent de ne pas justement basculer dans le modèle occidental. Donc je pense que qu'il y a ce qui est très intéressant, c'est ce que nous montre l'histoire, au contraire. C'est que l'histoire nous montre qu'il n'y a pas de permanence, qu'il y a des choses qui se forment à certains moments, pour certaines raisons. Et par exemple, je suis très, très intéressé par la proposition de Bruno sur le XVIIe comme fondateur d'une forme d'autorité fondée sur la science du droit naturel et avec suivi de ses critiques, etc. Ça me semble très intéressant, mais le 19e et le début du 20e, avec leur révolution industrielle, leur production, leur politique, leur guerre de masse, a déplacé les problèmes. Ce ne sont plus les mêmes problèmes, et les choses se sont recomposées. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit un autre moment où précisément on peut parler de ça, on peut reparler d'un certain nombre de choses. On peut voir réémerger un certain nombre de choses que l'histoire avait écrasé. Et juste, je ferai une petite question à Bruno en profitant d'avoir le micro. C'est que je connaissais par cœur la page 298. Oui. Mais il me semble que tu n'as pas... Est-ce que tu n'avais pas dit, écrit quelque part, je ne sais plus si c'est dans la page 298, vous voyez, je ne suis pas un si bon élève, c'est que Durkheim dit finalement, il s'est contenté de parler de la contrainte physique. Et qui n'a finalement pas... Non, oui. Et qui n'a pas fait ce travail dont tu parles, qui est justement de parler de la question sociologique de l'autorité, etc., qui s'excuse presque finalement de n'avoir que considéré la contrainte physique, ce qui est l'essence même du durkheimisme, c'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire que la société, comme il dit ailleurs, qui parle aux personnes, aux individus, sur le ton du commandement. Hein, c'est-à-dire, voilà. Donc, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que Durkheim propose un programme que tu penses que les sciences sociales ont réalisé, ou peut-être ont à réaliser? Non, je pense qu'il l'a réalisé. Je prédite de plus que ça. Je pense qu'il est passé, que la contrainte est pour lui un signe extérieur, mais qu'au fond, ce qui l'intéresse, comme il le dit là, ce qui l'a toujours intéressé, même s'il a progressivement affiné les instruments pour le saisir, c'est la société, non pas en tant qu'elle s'impose sous la forme d'un strict commandement. Elle commande, c'est vrai, mais elle commande dans la seule mesure où on la désire. Et toute la difficulté de l'analyse sociologique durkheimienne a été de relier les deux pôles, le pôle positif de la socialisation de l'individu, et donc du fait que la société est pour lui un bien, et le fait qu'elle lui parle comme un devoir. Le fait qu'elle soit un bien et qu'elle parle comme un devoir, c'est le problème sociologique de l'autorité. Alors ce que j'ai essayé juste de dire très rapidement, c'est que ça, pour moi, et ça me permet de vous répondre, monsieur, sur la question historique. Sur la question historique. Je crois que il ne faut pas minimiser ce que notre histoire a de singulier, même anthropologiquement. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est
la clé pour toute pensée de l'autorité. Je dis que dans la tradition des sociétés dont parlent les deux ouvrages sur l'autorité, cette question d'abord du fait qu'on a quitté un modèle théologique de fondation de l'autorité. On l'a quitté à partir du moment, tout simplement, où on a mis en place ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire ce dispositif d'autorisation par en bas. Et ce qu'il faudrait voir, une perspective comparative, avec des sociétés qui n'ont pas fait la même opération, serait de voir comment elles conçoivent la fondation de leurs normes. Donc la fondation les sources de l'autorité. Moi, ce que je dis, c'est que dans la tradition où on se place, dans la pensée occidentale, si vous voulez, celle qui a été traversée par ce moment moderne et complètement transformée par ce moment moderne où on a pensé quelque chose comme une personne civile. C'est très bizarre, une personne civile. C'est très étrange. Une personne artificielle. Une construction, une machine du genre État. C'est très étrange. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être, Foucault disait, c'est anecdotique dans l'histoire humaine. C'est contingent. Bon, mais une fois que ça a eu lieu, ça a de lourdes implications, y compris pour notre pensée de l'autorité. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces implications, en fait, peut-être que nos dilemmes sur l'autorité, sur la manière de percevoir des phénomènes, tiennent au fait qu'on n'arrive pas à encaisser ce moment moderne et qu'on n'arrive pas enfin, on a beaucoup de difficultés, finalement, à trouver le langage qui lui correspond. Et ça, c'est l'histoire du 19e, pour moi. La tentative pour trouver ce langage, justement parce que la science du droit naturel, donc le premier langage, ne correspond pas à ce qui s'est passé avec les révolutions. Moi, je dirais juste deux mots par rapport à cette réflexion et sur Clastres et une ouverture anthropologique par rapport à une perspective historique peut-être trop restreinte. C'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est de trouver chez Clastres, et d'ailleurs déjà chez Lévi-Strauss, qui Clastres avait commencé à travailler, ce thème de la découverte de peuples dont les explorateurs du XVIe siècle écrivent qu'ils sont sans loi, sans foi, sans roi. Sans loi, sans foi, sans roi. Et donc il faut leur apporter tout ça, bien sûr, la loi, la foi. Et le roi. Et Lévi-Strauss a des pages très intéressantes, et je trouve assez peu commentées souvent, sur le fait que cette découverte a eu des effets considérables pour la genèse même de la pensée démocratique occidentale. Donc là, je m'inscrirai peut-être en faux un peu avec le schéma de Bruno, avec Hobbes, qui est une place si déterminante, parce que je crois qu'il y a une autre pensée de l'autorité qui s'est frayé la voie, et qui passait par une mise en cause, justement d'ailleurs, du roi, qui passait par un modèle externe à la tradition européenne, et qui est passé pour Lévi-Strauss par Montaigne, par la Boétie, par des réflexions extrêmement aiguës et démystificatrices sur l'autorité, qu'on retrouve aussi chez Pascal. Il y a un travail critique sur l'autorité, dont peut-être la condition de possibilité a été la découverte qu'il y a des sociétés qui sont régies vraiment de toute autre manière, et où le roi, les cannibales se moquent du roi enfant, cet effet d'extériorité. Et je trouve que ce qu'il y a aussi bien sûr d'intéressant, du coup, c'est de dissocier d'une certaine façon la question du chef de la question du pouvoir. C'est ce thème clastrien du chef sans pouvoir, c'est-à-dire un chef dont l'autorité, même si Clastres thématise assez peu le concept même d'autorité, un chef dont l'autorité passe surtout par la parole, une parole sans force coercitive, et pourtant une parole qui a une fonction, une sorte de relance du groupe, d'exhortation, et ça, je trouve c'est très, très intéressant. Et moi, bon, c'est vrai que j'étais assez sensible à ces réflexions, d'autant plus moi je suis, comment chacun va parler de son père, ça va tourner à la psychanalyse, mais moi je suis fils d'ethnologue, et qui est d'ailleurs un ethnologue ami de Clastres, et cette question
question de la traduction même du mot de chef. Il y a des sociétés où on ne parle pas du chef comme de la tête, capos, mais on parle plutôt du chef ou de la fonction qu'on traduira par chef. Est-ce que on traduit bien? C'est la question de la traduction et de la projection, mais plutôt comme dans les sociétés mélanésiennes qu'évoque Maurice Lénard, plutôt du visage. C'est-à-dire il y a une fonction dans la société qui est d'aller au-devant de ce qui vient, éventuellement de marcher en premier à la guerre, et qui est plutôt, un terme dont j'ai oublié, comment il se dit dans certaines de ces langues mélanésiennes, celui de visage. C'est-à-dire ce que la société se donne à voir à l'extérieur, qui est peut-être une autre fonction que la chef de l'absence de tête. Mais effectivement, je pense que via l'anthropologie, on peut peut-être introduire des trouées comme ça, dans une histoire qui effectivement n'est pas une loi non plus. Moi je me suis un peu éloigné aussi de Foucault, peut-être pour d'autres raisons que Bruno, mais Foucault d'ailleurs thématisait ce thème comme des révoltes de conduite, d'une manière de faire jouer les règles à partir sur un mode qui est historique, mais qui le repère aussi bien au Moyen-Âge dans les révoltes paysannes et dans les révoltes au pouvoir sacerdotal que dans certains mouvements du 19e, du 20e siècle. Donc il y a effectivement des choses qui se rejouent dans peut-être la réticence et dans cette espèce de mouvement qu'il évoquait comme le mouvement justement de résistance au pouvoir que secrète le pouvoir lui-même. Quelque chose qui est historique et en même temps qui traverse l'histoire. Donc il y a une difficulté, je pense, que ne règle ni la référence à l'anthropologie ni la référence à l'histoire, qui est le croisement des deux. Oui, j'aimerais savoir pourquoi personne n'a parlé de légitimité. Alors, parce que c'est un autre sort, me semble-t-il, que celui d'autorité, mais il me semble qu'à Maïdan, d'ailleurs cet après-midi, Poutine a dit que le gouvernement n'était pas légitime, que ce mouvement n'avait pas de légitimité. Le mouvement lui-même, enfin une révolte, une révolution, c'est une révolte qui réussit. Elle ne fait pas preuve d'autorité, elle remplace elle estime que le gouvernement en place n'a plus de légitimité, elle le remplace par un autre. Et là, on est dans un registre différent de l'autorité, à mon avis plus ancien. Hein. Si l'autorité a été pensée au XVIIe siècle, la légitimité a été pensée peut-être plus déjà avant, au XVIe siècle. Elle ne recherche pas l'assentiment, c'est-à-dire la servitude volontaire, mais le consentement, c'est-à-dire quelque chose qui est ou réfléchi, en tout cas qui se fonde sur des principes. Et dans l'autorité, d'ailleurs, il me semble d'ailleurs, Yves l'a très bien montré, en quoi c'est une pensée du XXe siècle, c'est une pensée de la psychologie des fous, justement, même Durkheim fait une psychosociologie aussi, c'est-à-dire que pour que les choses marchent, il faut qu'elles impressionnent. Il y a dans l'autorité quelque chose qui peut aller jusqu'au magnétisme, etc., qui est tout à fait en dehors de l'assentiment, c'est-à-dire de la libre acceptation. Et il me semble que nous sommes peut-être en train de sortir de cette époque avec le retour du droit, c'est important, ce droit qui, au fond, au XIXe siècle, était soumis à quelque chose d'autre et qui redevient premier. Et effectivement, la pensée de certains anthropologues, on a parlé de Clastres, s'est intéressé aux sociétés qui essayaient constamment de créer du droit qui empêchait l'autorité, justement, qui empêchait la soumission à un autre. Alors, voilà, est-ce que nous sommes, c'est un peu la question que je vous pose, est-ce que nous sommes en train de sortir de l'ère de l'autorité? J'enchaîne et puis je repasserai dans l'autre sens, hein, même si la question était peut-être plus adressée à Yves Cohen. Vous voyez la difficulté qu'on a, je crois, et qu'on rencontre dans ce débat, c'est que le terme est sans cesse défini et redéfini, historicisé et réhistoricisé différemment. Donc on en donne une acception plus ou moins restreinte. Si l'autorité commence au XVIIe siècle, c'est autre chose que si elle commence à Rome. Si on ne la trouve pas dans les sociétés sans État, c'est autre chose que si on l'attache à l'État. Et je pense que sur la légitimité, on pourrait faire le même travail, on pourrait dire, comme Carl Schmitt, que Weber a posé la question des légitimités parce que, et sur le fond d'une crise de la légitimité, qu'on s'est mis à parler
de la légitimité comme concept sociologique à partir du moment où on avait perdu le concept véritable de légitimité qui était juridique et dynastique et qui était la légitimité, pas les légitimités. Donc il y a une historicisation possible du concept de légitimité qui, là aussi, je pense, pourrait produire des réponses assez différentes. Alors moi, ce que vous dites, fin de l'autorité, peut-être si on donne un contenu assez déterminé, restreint à l'autorité, qui serait cette autorité conçue dans le cadre de l'absolutisme étatique moderne hobbesien, qui est autre chose que ce que pense Spinoza, qui est autre chose que ce que pensent les monarchomates, qui est autre chose que ce que pense beaucoup de monde, même en ce temps-là. Donc moi je ne crois pas trop à cette historicisation, et je ne crois pas trop au diagnostic de fin anticipé. En général, les diagnostics de fin anticipés me semblent on est à peu près sûr de se tromper. Lorsqu'on dit fin de ceci, fin de cela, fin de l'autorité, je ne crois pas du tout. Et ce qui m'a frappé en travaillant aussi sur ces thèmes et sur ces termes, c'est qu'effectivement, on trouve des diagnostics historiques de déclin extrêmement tôt, on trouve des réponses dans une réactivation de figures. Je voudrais répondre sur 2 points à André. D'abord sur la Boétie, je pense qu'il y a une vraie question de ce qu'on fait dire à la Boétie aujourd'hui. Il y avait une merveilleuse édition chez Payot du discours de la servitude volontaire dans les années 70, qui était accompagné d'une quinzaine ou une vingtaine de commentaires. Ça vient d'être réédité. Et voilà. Alors, il y avait Clastre. Et Clastre disait sur la Boétie que la Boétie récusait justement le commandement. Récusait tout commandement et tout. Et je pense que Clastre, là, faisait un contresens sur la Boétie. C'est-à-dire que si vous lisez la Boétie distingue obéir et servir. Il distingue l'obéissance au roi et l'obéissance au tyran. C'est le contre un avec U majuscule, c'est contre le tyran, contre la servitude qui est autre chose que l'obéissance. Et donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est de continuer à suivre les usages de la Boétie et ce qu'on lui fait dire. Et je pense que parfois, on peut se tromper sur le discours même de la Boétie. Le deuxième point, sortons-nous de l'ère de l'autorité. Moi, je suis frappé de ce que les sciences sociales disent de l'autorité au XXe siècle. C'est-à-dire que si on prend la définition de Weber, c'est en propres termes la chance pour un homme de rencontrer une docilité. Je ne parle pas de la docilité, etc. C'est un ordre. Or, justement, toute la réflexion du XXe siècle, c'est comment obtenir ce qu'on veut obtenir des gens sans un ordre. Autrement, par l'influence, par l'incitation, etc. Et là, je pense que le concept de Foucault est très intéressant. Je vais parler pour Foucault. C'est-à-dire que la gouvernementalité qui n'est pas, donc ni la souveraineté qui s'exerce sur les territoires, ni la discipline qui s'exerce sur les corps, et toutes les deux par des ordres, justement, ou des commandements, eh bien, la gouvernementalité s'exerce sur des populations, et elle s'exerce par l'influence, etc. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons, la gouvernementalité s'invente, dit-il, au XVIe siècle, se développe au XVIIIe, et on voit des combinaisons de discipline et de gouvernementalité. J'essaye de montrer justement, par exemple, comment en Union soviétique, qui est un pays ô combien disciplinaire, eh bien oui, il y avait de la gouvernementalité aussi de la part de Staline lui-même, qui était d'une certaine manière obligé de gouverner parce qu'il ne pouvait pas, il y avait des contre-conduites, justement. Je ne vais pas détailler, mais il y avait des contre-conduites qu'il a été incapable de réprimer. Et donc il lui a fallu gouverner. Mais aussi,
je pense que les conceptions les plus courantes de l'autorité, ou en général les conceptions d'autorité, sont des conceptions verticalistes, ça descend. Alors si en bas il y a de la résistance, eh bien la résistance par elle-même dissout l'autorité, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des refus, ça fait c'est une négation propre de l'autorité disparaît, et c'est le recours à la force, etc., etc. Donc les conceptions les plus nombreuses d'autorité sont des conceptions. Or, si on observe pas simplement les sociétés contemporaines, ou les entreprises, ou les institutions, même anciennement, on s'aperçoit que dans un espace institutionnel, dans un espace d'autorité, il y a plusieurs autorités en général, plusieurs autorités concurrentes qui sont parfois égales quand il s'agit, j'ai entendu parler par exemple des visites sacerdotales, des visites de paroisse au XVIe siècle. J'en ai parlé lundi avec des collègues italiens, où finalement l'évêque est à égalité par rapport au patron des autels d'une église, mais on sent la confrontation de plusieurs autorités, et l'autorité se forme même dans le compromis de ces... ce qu'est l'autorité comme, justement, activité pacifiée, non violente, se forme dans un compromis, parce qu'il y a une confrontation d'autorité. Alors, c'est pas la même chose, par exemple, dans l'entreprise moderne. Dans l'entreprise moderne, on a une autorité première, qui est celle du patron, de l'entrepreneur. Mais on a sans cesse dans les ateliers l'autorité, pas simplement de celle du syndicaliste ou de celui qui proteste, ou truc, mais l'autorité de l'ouvrière ancienne qui a sa sagesse, etc. L'autorité du gars ironique qui déjoue et qui sans cesse désamorce justement l'ordre ou le commandement, etc. On a des multiplicités d'autorités qui sans cesse sont en jeu et qui parviennent à des compromis plus ou moins durables, finalement, plus ou moins stables, et qui, quand ils sont brisés, effectivement, laissent place soit à la résistance ouverte, à la grève, soit à la force, à la violence. Et souvent, quand il y a des grèves, la force n'est pas loin, les baïonnettes ne sont pas très loin. Donc je pense qu'il y a matière à beaucoup penser et renouveler nos réflexions sur l'autorité. Et je suis d'accord avec Jean-Claude, ne décrétons pas à l'avance la fin de l'autorité, mais au contraire, essayons de voir comment on peut la penser, avancer un petit peu dans la pensée de l'autorité, sans être prisonnier finalement de programmes de pensée sur lesquels l'histoire a passé, justement. Peut-être une petite réponse qui vous donne la parole. Je crois que ça marche pas, ça marche? D'accord, ça marche. Bon, sur la question de légitimité, autorité, je crois que tu as entièrement raison. Le problème vient de ce que légitimité sonne comme un concept plus ancien, et que le concept moderne d'autorité dont j'ai parlé rompt avec l'idée, donc, pour le dire simplement, qu'il y a des principes justes auxquels on consent, qui conditionnent notre acceptation d'un ordre reçu. Alors la question est, donc dans la modernité, effectivement, il y a eu, de ce point de vue, rupture, au sens où cette adhésion à des principes transcendants, on va dire, cette adhésion à des principes transcendants n'est plus au centre de la constitution, notre adhésion à un ordre politique. C'est plus avec l'adhésion à des principes transcendants que la constitution de l'ordre politique. Maintenant, justement, je crois que tout le mouvement qui a consisté à redéfinir l'autorité au-delà du concept moderne d'autorisation, au-delà de l'autorisation en fait, a consisté à essayer de récupérer quelque chose de la légitimité, mais pas en la déposant, plutôt en la tirant de principes transcendants, mais en cherchant sa réalité dans l'ordre social lui-même. Quel principe de justice, et donc quelle hiérarchie aussi. C'est ça, parce que des principes de justice, on fait résonner immédiatement l'impératif d'égalité.
Mais ce n'est pas seulement cet impératif-là qui est en jeu dans le fait qu'on consent à un ordre. Est déposé dans la vie sociale. Alors, de ce point de vue, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, et ça c'est un tort. C'est l'autorité de l'esprit, c'est-à-dire en fait l'autorité de la science, le libre examen comme nouvelle fondation de l'autorité, nouvel élément à partir duquel l'autorité va se comprendre à l'époque moderne. Et c'est un paramètre qu'on n'a pas pris en compte, mais qui est évidemment essentiel, puisque, au fond, ce qui nous définit, c'est pas seulement le fait que nous supposons à l'origine de nos normes par des détours représentatifs, c'est que nous pensons qu'elles sont rationnelles. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a en elles une raison, et que cette raison, nous supposons que notre esprit pourrait éventuellement la percer et la refaire. Et là, la place de la science dans le dispositif politique de la modernité est un élément dont on ne peut pas faire abstraction, y compris pour penser l'autorité. La science, ce n'est pas la fin de l'autorité. Il y a une confiance dans la science qui fait partie de l'opinion des modernes. De l'opinion des modernes. Une question à laquelle vous n'avez pas fait allusion, ou alors j'ai mal compris, c'est celle de l'exercice de l'autorité. J'ai bien compris qu'il y avait une conjugaison, une confrontation d'autorités diverses, problème de légitimation, etc. Mais il y a un problème, l'autorité politique en démocratie, très concrètement, banalement, en termes d'expérience historique. Avez-vous vu la trace d'une autorité politique incarnée, qui ne soit pas incarnée dans une personne? Avez-vous vu la trace des expériences historiques que nous, en France, avons vécues, des essais d'autorité exercées collectivement, des autorités collégiales? À un moment de la Révolution française, on a connu un directoire, puis un consulat, qui s'est résolu. Bon. Et je veux dire, tout ça c'est banal, mais dans d'autres contextes, on a eu des expériences de présidence collective, les fameux présidiums. Et plus concrètement, la rémanence des équipes dirigeantes, des directions collectives. Donc finalement, il faut bien constater que, je ne sais pas si c'est De Gaulle ou Le Bon qui disait, l'autorité ne se partage pas. Même déléguée pour un certain temps, même dans un cas, elle ne se partage pas. Donc, peut-on concevoir une autorité politique, concrète, qui soit collective? J'avoue que l'expérience historique m'incline à un profond pessimisme. Oui, peut-être 32 questions. Oui. Je pense que la question de l'autorité doit être posée avec la, on ne peut pas la délier de la question du pouvoir, si on parle de la politique. Même chez les romans, l'autoritas est séparée de l'imperium. Et ensuite, autoritas et potestas, pouvoir. Et donc, parce que au bout du compte, l'autorité, c'est d'un point de vue politique un moyen d'encadrer l'exercice du pouvoir. Et ensuite devient souveraineté. La révolution, c'est le pouvoir, la violence, dans le sens d'arrêt sur le pouvoir nu sans autorité. Et donc, de ce point de vue, on peut pas, si on ne peut pas parler d'autorité sans parler de pouvoir, autorité comme encadrement du pouvoir, concernant ces mouvements
contemporaine de protestes, de manifestations, de protestations qui n'ont pas un programme politique, qui n'ont pas des chefs, qui n'ont pas... Est-ce qu'on peut parler ici c'est pas uniquement un rejet de l'autorité, parce que c'est un rejet de la politique en fait. Parce que les deux sont liés. Donc si on refuse de penser le moyen par lequel le pouvoir peut être encadré, donc on refuse le pouvoir et d'une certaine façon on refuse la politique parce que la politique est inextricablement liée à l'exercice du pouvoir. Oui, merci. Alors, le problème de l'autorité politique collective. En fait, ce qui est intéressant, ça a été l'insistante personnalisation de l'autorité par le XXe siècle. Ça a été c'était déjà manifeste au XIXe. Une nouvelle culture de la personne qu'on voyait dans la littérature, dans les débuts de la psychologie, etc., et qui vient d'un peu de ce qu'a évoqué Bruno et Jean-Claude aussi, c'est de la crise des formes antérieures d'autorité, disons, naturelle, par exemple de l'aristocratie ou de la forme monarchique, etc. Et au XXe siècle, ce qui s'est construit de façon très insistante et très solide dans les institutions universitaires, dans les institutions privées, etc., c'est la formation de la personne, et en particulier de la personne du chef, c'est-à-dire qu'est-ce que ça voulait dire en tant que personne avoir d'autorité, quelles étaient les qualités. Alors la psychologie a déployé ses tests expérimentaux, il n'y a pas simplement la psychologie des foules, la psychologie expérimentale, et ce qu'on appelle aussi en anglais la psychologie collective expérimentale, a déployé ses tests pour étudier quelles étaient les bonnes qualités qui créaient l'autorité sur un groupe. C'est l'idée de l'autorité sur des groupes de personnes dans différents... Donc la personnalisation aussi de l'autorité, ça a été un effort incessant, et c'est pas simplement le culte des personnalités, le culte du leader, le culte donc de Hitler ou de Staline, etc., qui étaient aussi des formes de culte de la personnalité. Donc il y a eu, le XXe siècle, pour moi, a été une espèce de machine, justement, à délégitimer le collectif comme forme d'autorité, qui a été proposée de beaucoup de manières, aussi bien dans le domaine politique, dans le domaine de l'entreprise, etc. Donc il y a eu une délégitimation de politique au profit de la personne et de la personnalité. Je pense que ça aussi, c'est en crise aujourd'hui. Sinon, je voudrais quand même dire un mot sur la question de l'autorité et du pouvoir. Effectivement, il y a toute une histoire occidentale, romaine, qui est passée par la papauté, d'ailleurs, pour distinguer, effectivement, auctoritas de potestas, ça c'est une distinction du 5e siècle, c'est l'autorité gélasienne, etc. Mais il y a une ligne qu'on peut suivre qui distingue justement l'autorité du pouvoir, mais on peut suivre tout à fait d'autres lignes qui la confondent. J'ai lu pour la première fois pour cette soirée l'article Autorité politique de Diderot dans l'encyclopédie, où il utilise finalement pour autorité indifféremment le terme de puissance et de commandement. Donc, et on le retrouve à bien d'autres occasions. Et pour en revenir encore une fois au présent, à propos de la politique, et est-ce que ce serait un rejet de la politique que de se présenter sans disons, vouloir le pouvoir, ou sans chef, etc. Si on écoute justement ces revendications, par exemple au Brésil, la simple revendication
de supprimer l'augmentation de 20 centavos du prix des transports était considérée comme politique. Justement parce qu'elle était posée directement dans la rue par la présence, par l'adresse faite au pouvoir directement d'abolir cette mesure. C'est-à-dire que ça a été pensé par les groupes qui l'ont porté, en plus, les groupes qui de façon très auto-réflexive se voulaient sans chef, renonçaient à contrôler l'ensemble des manifestations, etc. Ça a été pensé comme précisément une intervention politique. Et c'est bien aussi comme ça que le gouvernement lui-même l'a pensé dans ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien étudier le comportement, disons, de ces foules que le comportement des gouvernements. Les gouvernements réagissent très rapidement à ces revendications qui sont portées de cette manière-là. Donc il y a une réponse qui est une réponse elle-même politique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une proposition politique, il y a effectivement une réponse politique. On est entièrement dans la politique et à mon avis dans une reformulation du politique. Oui, je pense par rapport aux deux questions, bon, bien entendu la distinction auctoritas potestas qui est élaborée justement à Rome suggère que l'autorité n'est pas nécessairement personnalisée, puisque l'autorité, au contraire, se trouve dans in senatum, dans le Sénat. Le Sénat qui est une institution collective, et parmi les sénateurs, les plus autorisés, ce sont les plus âgés. Donc il y a une sorte de principe de la tradition, de l'autorité de la tradition, de l'autorité du passé. Et dans cette instance, qui est justement l'instance qui n'est pas la détentrice du pouvoir, qui a un avis, mais un avis qui est un peu moins qu'un ordre et un peu plus que simplement une simple consultation. Donc c'est toute cette sensibilité à ce qu'est l'autorité, que je trouve intéressante chez Arendt, par exemple, lorsqu'elle relit les Romains, justement, c'est cette expérience dont d'ailleurs elle estime que les Français ont très peu la notion, pour la bonne raison, par exemple, qu'ils n'ont pas du tout construit cette idée d'une dualité de l'autorité et du pouvoir. Les Français n'ont pas cette culture de la dualité de l'autorité et du pouvoir. Ils pensent le pouvoir et l'autorité comme émanant de l'un, d'une source, du roi, du peuple, et pas cette culture qu'elle trouve plutôt dans la Révolution américaine, qui part de self-governed entities, d'autorités, d'entités déjà autogouvernées, et qui se donnent à elles-mêmes des constitutions qui ensuite essayent de faire un collectif à partir d'entités diverses qui s'auto-organisent, qui est une autre culture de l'autorité et une autre culture du pouvoir. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment très, très fécond pour penser aussi, vous dites, voilà, révolution égale violence, égale pas politique. Non, il y a des révolutions justement qui essayent de limiter au maximum la violence, qui essayent d'instituer un ordre politique. Et donc on est dans une invention politique qui ne passe pas effectivement nécessairement par l'incarnation ou par le leader, même si elle peut aussi passer, moi je dualise, par éventuellement des dirigeants qui ne sont pas forcément des tyrans. Et donc c'est quand même tout cet enjeu qui est, je crois, aujourd'hui encore ouvert. Et quant à la question justement de savoir si voilà, l'autorité peut ne pas être personnalisée et incarnée, je pense que ça renvoie à ce grand problème sociologique aussi que posait Weber de la place du charisme et de la personnalité en politique. Et Weber disait que la politique, c'était quand même de l'agir personnalisé. Et quand même à un moment où on bute sur le fait que la politique, il y a des mécanismes, il y a la bureaucratie, il y a le droit, il y a des règles générales, mais il y a aussi des voix politiques. Des voix, c'est-à-dire des gens qui parlent avec leur corps, avec leurs émotions, qui parlent à des émotions, etc. Ça peut donner lieu à l'hystérisation des foules, etc., à l'hypnose des foules, mais ça peut donner lieu à autre chose, à la conviction qui se partage, à l'enthousiasme qui se construit dans le rapport de la vocation politique à un public. Et tout ça, ce sont des formes de la politique qui, pour moi, ne sont ni du côté du sans-chef, comme si c'était quelque chose à conjurer totalement, ni bien sûr du côté du chef autoritaire tyrannique. Ça passe par une incarnation qui n'est pas l'incarnation tyrannique, qui est l'incarnation de la vocation. Et on peut quand même citer des hommes politiques du XXe siècle même, qui ont participé à la fondation de la liberté, de la refondation d'un ordre. Tout ça, ce sont des dimensions de la politique qui me paraissent devoir être pensées autrement que... Moi, je trouve qu'il y a une tendance de la philosophie politique française aussi peut-être,
à ne considérer comme politique que le moment de la grande effervescence, sans chef, etc. Et tout ce qui est institutionnalisation, gestion, etc. Ce ne serait pas la politique, ce serait la police, par exemple. Donc ce sera, voilà. Pourquoi ce sont aussi des dimensions de la politique et qu'il y a lieu de penser sans nécessairement les dénigrer parce qu'elles ne seraient pas le moment de la plus grande effervescence. Reste-t-il une question dans la salle? Alors moi j'en ai une, du coup, je vais poser à vous trois. Alors c'est sans doute lié à ma position aujourd'hui, mais j'ai été très frappée d'une chose, c'est-à-dire tous les modèles que vous avez présentés du chef sont des modèles masculins. Alors je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y aurait d'abord une essence féminine réticente au pouvoir, je suis à 100 lieues de penser ce genre de choses, mais j'aimerais bien quand même que vous repreniez votre analyse en y introduisant un petit point de vue genré, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne quand on essaye de se poser la question de cette manière-là. C'est parfaitement clair que le discours, ce discours du leadership, de l'autorité du chef du commandement, qu'on rencontre au XXe siècle, est pratiquement intégralement au masculin. Pratiquement, c'est-à-dire que parfois on évoque The Leaders of Girls, qui doit être une femme également. On parle, par exemple, des surintendantes d'usine qui sont les chefs de files ouvrières. Surintendante d'usine, c'est un corps de directrice des services sociaux d'entreprise de la défense nationale créée pendant la guerre de 14. Hein, le modèle anglais des superintendents. Donc, on a pensé, et ces chefs de files ouvrières, elles étaient destinées à diriger des services sociaux. De même, les contre-maîtresses ou les contre-dames dans les usines, personne n'imagine qu'elles puissent diriger des hommes. Et alors, donc voilà, donc et d'ailleurs, le fait d'exclure les femmes des hiérarchies, c'est une vieille histoire. Des hiérarchies qui est créée au Moyen-Âge, les femmes ont toujours été exclues, etc. Permet aussi, et ça, quelque chose de très intéressant, qui est le discours de l'amour du chef pour ses subordonnés, ou de l'amour des subordonnés pour le chef, etc. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est un motif de réflexion sur, là encore, sur l'aujourd'hui, sur quelle est la portée du fait que les femmes conquièrent des places d'autorité de plus en plus souvent. Alors on dit, mais oui, mais elles s'habillent en hommes, quoi, d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est bien la question? Parce que la question, c'est si les hiérarchies se définissent, en fait, en partie par l'exclusion des femmes, dès lors que les femmes sont de plus présentes dans les hiérarchies sont mises en cause très profondément. Non pas parce que les femmes auraient des qualités spéciales de douceur ou de modération, etc., mais parce que c'est une interrogation faite à la hiérarchie comme entité, justement, entité historique, institutionnelle, etc. Donc je pense que c'est à la fois un motif de réflexion historique, mais aussi c'est un motif d'interrogation sur notre actualité. Bon, pour moi, dans l'histoire très brève que je vous ai racontée, la question des femmes est fondamentale, en fait. Elle est fondamentale dès le moment où s'opère cette réaction d'une reformation de la pensée de l'autorité contre le modèle du droit naturel. Elle est fondamentale, elle se lit en toutes lettres chez les Saint-Simoniens, elle se lit en toutes lettres dans Auguste Comte. La question de savoir la place des femmes dans la fabrication de l'autorité morale est une question qui, au XIXe et dans la proto-sociologie, la formation de la pensée sociologique ou la préhistoire de la pensée sociologique, est absolument décisive. Voilà. Maintenant, sous quelle forme? Justement, à condition de bien tenir la distinction entre pouvoir et autorité, sa reformation,
Et ce que j'ai essayé de vous décrire comme la construction de quelque chose, ça paraît choquant de dire ça dans une société séculière, etc. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, la formation d'un pouvoir spirituel spécifiquement moderne, c'est-à-dire spécifiquement sécularisé. Là, la question féminine surgit et elle est omniprésente au XIXe siècle. Oui, non, effectivement, moi j'avais été frappé aussi en travaillant sur cette notion de chef, bien entendu, sur le fait que les trois quarts, enfin beaucoup plus que les trois quarts des exemples qui seront donnés, ce seront des exemples masculins. Et justement dans cette notion, il y a presque l'idée que le politique tel qu'il a été pensé dans la tradition occidentale a été pensé essentiellement comme une prérogative de la police fermée, donc défendue par des citoyens mâles et qui ont une vertu spécifique qui est la vertu de défendre la cité, donc le citoyen soldat, la vertu virile, et le citoyen par excellence, voire le seul citoyen qui est précisément l'homme. Et je pense effectivement qu'on peut imaginer, on peut penser qu'il se produit non seulement un trouble dans le genre aujourd'hui, je consacre un chapitre à ce thème dans le livre, mais un trouble dans le politique peut-être, comme effet du trouble dans le genre, au sens où effectivement ce politique-là se déconstruit, on peut dire, se défaire, le politique absolument corrélé à la guerre, à la figure du citoyen soldat, et il se déconstruit aussi dans l'apparition précisément de figures féminines, de gouvernements, et dans le fait que la fonction politique, non seulement la fonction citoyenne, mais la fonction politique est aujourd'hui assumée de plus en plus par des femmes. Et je crois que bien au-delà d'une féminisation du personnel politique, on peut entamer une réflexion sur, au fond, ce que serait une sorte de rupture de l'imaginaire politique avec le phallo-logocentrisme, on va parler comme Derrida. Et je pense que, parce que c'est quelque chose effectivement de très, très fort et très prégnant, et ce qui est frappant, c'est que ce travail critique presque de la voix exclue de la cité, qui est la voix à la fois intérieure et exclue de la cité, on l'entend déjà aussi d'une certaine façon dans la fondation de la démocratie en Grèce. Et j'ai été frappé par ce texte de Butler sur Antigone, qui fait qu'on entend dans la cité grecque la voix de celle qui, précisément, quand elle prend la parole politiquement, introduit un risque, dit Créon, d'anarchie. C'est-à-dire, si il cède à une femme, un vers d'Antigone, il ouvre la voie à l'anarchie. Donc il y a cette idée vraiment d'une sorte d'archi-ordre, d'ordre d'avant l'ordre, d'ordre qui préstructure l'ordre politique, qui est l'ordre de l'arché masculine. Mais en même temps, cet ordre est déjà miné dans la cité grecque par cet être qui n'est pas censé être parlant tout à fait, et qui pourtant vient dire, mais attendez, moi aussi je peux parler. Et ça, c'est une très longue histoire, je pense, dont nous ne sommes pas sortis. Bien, il me reste donc à vous remercier tous les trois, et puis à remercier également le public pour son attention et ses questions.